L'année 1428 s'achève dans le désespoir. La France n'existe plus vraiment. Le royaume est découpé, morcelé, à bout de souffle. Depuis près d'un siècle, la guerre contre l'Angleterre ravage le pays. Les Anglais contrôlent tout le nord, de la Normandie à Paris. Les Bourguignons, ces princes français censés être du même sang, se sont alliés avec l'ennemi. Entre les deux, il ne reste qu'une ligne mince, fragile, la Loire. Au sud du fleuve, Charles VII tente de maintenir ce qui ressemble à peine à un royaume. Ses adversaires l'appellent le roi de Bourges par mépris. Ce n'est pas un titre glorieux. Charles VII garde le sud du royaume qui lui est resté fidèle, tandis que les Anglais tiennent la moitié nord du royaume de France. La Loire marque cette frontière. Quelques ponts subsistent encore, et chacun représente un enjeu stratégique majeur. Orléans est l'un de ces verrous. La ville compte environ 20 000 habitants et possède des fortifications solides. Pour étendre leur contrôle au sud de la Loire, les Anglais sont obligés d'attaquer ces villes. Sans Orléans, ils ne peuvent poursuivre leur conquête vers le sud. En juillet 1428, les Anglais lancent leur offensive préparatoire. Ils prennent méthodiquement les bourgs de la Beauce, Angéville, Toury, Artenay, Patay. En septembre et octobre, ils s'emparent des places fortes qui commandent la traversée de la Loire, Meung, Jargeau, Châteauneuf, Sully. Le 7 octobre, Olivet tombe. Le 12 octobre 1428, les Orléanais peuvent encore sortir de la ville et assurer sa mise en défense par la démolition d'une arche du pont des Tourelles. 2 jours plus tard, les 23 et 24 octobre, les Anglo-Bourguignons s'emparent du fort des Tourelles qui défend l'accès sud du pont. Le siège commence réellement. À la tête de cette armée anglaise se trouve Thomas de Montagu, comte de Salisbury. Ses troupes sont disciplinées, bien équipées. Au plus fort du siège d'Orléans, les Anglais disposèrent ainsi de 3 500 à 4 000 combattants, en majorité d'origine anglaise, déterminés et disciplinés, parmi lesquels les archers étaient 3 ou 4 fois plus nombreux que les hommes d'armes. Ces archers anglais, ces redoutables tireurs qui ont fait la différence à Azincourt, représentent l'épine dorsale de l'armée. Mais les Anglais n'ont pas assez d'hommes pour encercler complètement la ville. Ils construisent alors une série de bastilles, ces forts provisoires, tout autour d'Orléans. 9 en tout, principalement concentrés au nord-ouest, entre la Loire et la route de Paris. À l'est seulement 2 bastilles, à Saint-Loup et Saint-Jean-le-Blanc, situées à plusieurs kilomètres de la ville. Cette disposition révèle leur faiblesse numérique. Le 27 octobre, un boulet tiré depuis une tour d'Orléans frappe Salisbury en plein visage. Il meurt quelques jours plus tard. Le comte de Suffolk, William de la Pole, le remplace avant d'être lui-même supplanté par John Talbot, comte de Shrewsbury. Talbot est un soldat redoutable, un tacticien reconnu. Mais même lui ne peut compenser le manque d'effectifs. Dans la ville, les défenseurs organisent la résistance. Jean d'Orléans, surnommé le bâtard d'Orléans, en prend le commandement. C'est un bâtard royal, le fils illégitime du feu duc Louis d'Orléans. Dunois sera bientôt son nom le plus connu. Les Orléanais participent activement à la défense. Même les femmes prennent part aux efforts. Les remparts font près de 3 kilomètres de long. 5 portes fortifiées, 28 tours et le Châtelet près du fleuve constituent les fortifications de la ville. Du 8 novembre au 29 décembre, les Français démolissent tous les faubourgs et les édifices non protégés par l'enceinte. L'objectif ? Empêcher qu'ils servent d'abri aux Anglais. C'est un sacrifice douloureux, mais nécessaire. Pendant ce temps, le siège s'installe dans une routine meurtrière. Les Anglais bombardent les murs. Des escarmouches éclatent régulièrement. Les morts s'accumulent des 2 côtés. Le blocus n'est pas hermétique. Les Français parviennent encore à faire entrer des convois de ravitaillement par l'Est et le Nord. Mais la situation se dégrade. L'hiver 1428 à 1429 est rude. Les réserves diminuent. Le moral s'effondre. Charles VII, dans son château de Chinon, désespère. Ses conseillers cherchent des solutions diplomatiques. Certains parlent même de négocier avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. D'autres évoquent l'idée de livrer Orléans aux Bourguignons plutôt qu'aux Anglais, dans l'espoir d'un moindre mal. Le 12 février 1429, un événement achève de briser l'espoir français. Un convoi de chariots de harangue destiné à ravitailler les assiégeants est attaqué par des troupes franco-écossaises. Jean de Dunois,
comte de Longueville, surnommé le bâtard d'Orléans, dirige ces dernières. Malheureusement, les Français subissent une défaite cuisante, malgré leur nombre supérieur. Face aux forces commandées par Sir Falstaff, les Français se replient, laissant de nombreux morts sur le terrain. Les chariots éventrés déversent leur cargaison de harengs sur le sol gelé. Cette humiliante journée des harengs sonne comme un glas. La capitulation d'Orléans semble n'être plus qu'une question de jours. Si Orléans tombe, c'est toute la légitimité de Charles VII qui s'écroule. À 450 km de là, dans un petit village de la frontière lorraine, une jeune fille entend des voix depuis l'âge de 13 ans. Domrémy est un hameau coincé entre plusieurs territoires. Le village relève du royaume de France mais se situe en Lorraine, terre d'empire. La Meuse coule là, marquant la limite entre le duché de Bar et le duché de Lorraine. C'est un point géostratégique exposé aux incursions des bandes armées, ces routiers qui pillent et terrorisent les campagnes. Jeanne d'Arc est née vers 1412 à Domrémy, village du duché de Bar, dans une famille de paysans. Son père Jacques d'Arc et sa mère Isabelle Romée sont des laboureurs aisés. Jeanne a 3 frères, Jacques, Jean et Pierre, et une sœur, Catherine. La famille possède environ 20 hectares et une maison solide, adossée au coteau, voisine de l'église Saint-Rémy. Jacques d'Arc est un notable du village, un homme respecté qui exerce même la fonction de doyen. L'enfance de Jeanne ressemble à celle de toutes les paysannes de son âge. Elle aide aux travaux domestiques, file la laine, coude. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle se distingue par sa piété intense. Elle fréquente assidûment l'église, pratique les sacrements, fait l'aumône aux pauvres. Vers 1425, la jeune Jeanne se met à entendre des voix, de l'archange Saint-Michel d'abord, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite ensuite, qui lui donnent l'ordre de se rendre en France pour en chasser les Anglais et faire sacrer le dauphin à Reims. Ces voix, Jeanne les décrit plus tard avec précision. Elles viennent du jardin de la maison familiale, près de l'église. D'abord, c'est la voix de Saint Michel, puis celle de Sainte Catherine d'Alexandrie et de Sainte Marguerite d'Antioche. Ces saints sont vénérés dans la région. Des villages voisins portent leur nom. Pour une jeune fille pieuse comme Jeanne, ces voix ne sont pas de la folie. Elles sont une mission divine. Jeanne, effrayée et persuadée que son âge, elle n'a que 13 ans, et son sexe rendent impossible l'accomplissement d'une telle mission, résiste un temps à l'appel de ces voix, se renouvelant 2 ou 3 fois par semaine et lui indiquant qu'elle lèverait le siège mis devant la cité d'Orléans. Cet appel l'amène finalement à se confier à Durand-Laxart, un cousin de sa mère qu'elle considère comme son oncle. Cet oncle, Durand-Laxart, sera le premier à prendre Jeanne au sérieux. Mais avant de pouvoir accomplir sa mission, Jeanne doit surmonter les obstacles de son quotidien. Il semble qu'elle ait été fiancée, comme c'était la coutume. Un homme l'aurait même poursuivie devant la justice ecclésiastique de Toul pour rupture abusive de promesses de mariage. Mais Jeanne refuse. Sa mission est ailleurs. En juillet 1428, les bandes armées du gouverneur bourguignon, Antoine de Vergy, incendient Domrémy. Jeanne et sa famille se réfugient à Neufchâteau avec tous les habitants du village. Ils y restent quelques jours. C'est peut-être durant ce séjour forcé, loin de sa maison, que Jeanne comprend l'urgence de sa mission. Le royaume se délite, la guerre dévore tout, il faut agir. Lorsque les nouvelles du siège d'Orléans parviennent à Jeanne d'Arc en décembre 1428 ou en janvier 1429, ses voix se montrent vraisemblablement plus insistantes. C'est le moment. Elle doit partir. En mai 1428, elle avait déjà tenté une première fois de convaincre Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs qui représente l'autorité du roi dans la région. Baudricourt l'avait éconduite, la prenant pour une folle. Mais en janvier 1429, Jeanne revient. Cette fois, elle est plus déterminée. Elle insiste, elle revient jour après jour. Son entêtement, sa conviction inébranlable finissent par ébranler Baudricourt. Les nouvelles d'Orléans sont catastrophiques. La journée des harengs vient de se produire. Le royaume est au bord du gouffre. Baudricourt n'a plus rien à perdre. Il décide de donner sa chance à cette jeune fille étrange. Il lui fournit une escorte de 6 hommes d'armes, dont Jean de Metz et Bertrand de Poulengy. Jeanne se coupe les cheveux, revêt des habits d'homme pour le voyage. C'est plus pratique,
plus sûr. Le trajet jusqu'à Chinon traverse des territoires hostiles, contrôlés par les Bourguignons et les Anglais. Le groupe part entre le 11 et le 13 février 1429. 11 jours de chevauchée à travers des routes dangereuses. Il voyage de nuit pour éviter les patrouilles ennemies. Le 25 février 1429, Jeanne d'Arc rencontre le roi Charles VII à Chinon. Venue tout droit de Vaucouleurs, aux marches de Lorraine, la jeune paysanne illettrée était attendue avec une certaine impatience et beaucoup d'appréhension. Avant d'arriver à Chinon, Jeanne fait une halte à Sainte-Catherine de Fierbois. Elle envoie une lettre au roi pour annoncer sa venue. Charles VII, qui désespère de conserver sa couronne, n'attend plus qu'un miracle. Le souverain, qui désespérait de conserver sa couronne face à l'offensive des Anglais, n'attendait plus guère qu'un miracle. Aussi avait-il accueilli avec faveur la proposition de Robert de Baudricourt, son fidèle prévôt de Vaucouleurs, de lui envoyer une jeune fille qui se disait destinée par Dieu à sauver le pays et la monarchie. Jeanne arrive à Chinon le 23 février 1429. Charles VII réside dans la forteresse depuis 1427, chassé de Paris par les Anglais. Sa cour s'est repliée là, dans ce château perché au-dessus de la Vienne. La première rencontre a lieu le 25 février. Mais Charles VII, méfiant, veut tester cette messagère. Plusieurs versions de cette rencontre circulent. La plus connue raconte que le roi se dissimule parmi ses courtisans, tandis qu'un autre prend sa place sur le trône. Jeanne entre dans la grande salle du château. Plus de 300 personnes sont présentes. Elle n'a jamais vu le roi. Pourtant, elle se dirige directement vers lui. « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle », lui dit-elle. Elle lui annonce que sa mission est de bouter les Anglais hors de France et de le faire sacrer et couronner à Reims comme légitime roi de France. Baillez-moi Jean pour que je fasse lever le siège d'Orléans et vous mène sacré à Reims. C'est le plaisir de Dieu que nos ennemis les Anglais s'en aillent en leur pays. Charles est troublé. Cette jeune fille parle avec une assurance déconcertante. Il l'emmène à l'écart. Dans le secret de leur entretien, Jeanne lui confie des choses que lui seul peut savoir. Elle lui parle peut-être du meurtre du duc de Bourgogne Jean sans peur, assassiné sur le pont de Montereau en 1419, un crime qui pèse sur la conscience de Charles. Elle lui assure que Dieu lui a pardonné, qu'il est prêt à lui rendre son royaume. Elle confirme aussi sa filiation royale, une question qui tourmente le dauphin depuis longtemps. Le regard de Charles s'illumine, mais le roi ne peut se fier uniquement à son intuition. Il envoie Jeanne à Poitiers pour qu'elle soit examinée par des clercs et des docteurs en théologie. L'enquête de Poitiers dure près d'1 mois. Les théologiens interrogent Jeanne sur ses voies, sur sa foi, sur ses intentions. Ils cherchent à déceler des signes d'hérésie, de sorcellerie, de manipulation. Mais les réponses de Jeanne sont limpides, précises. À Chinon, les épouses de Raoul de Gaucourt et de Robert le Maçon, supervisées par Yolande d'Aragon, belle-mère du roi, certifient la féminité et la virginité de Jeanne d'Arc. Celle-ci est ensuite interrogée par des clercs et docteurs en théologie à Poitiers, qui attestent ses qualités. Humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplicité. Les théologiens rendent un avis positif. Les théologiens conseillent, attendu la nécessité du royaume, de lui demander un signe démontrant qu'elle parle effectivement au nom de Dieu. La Pucelle rétorque en assimilant ce signe à une action restante à accomplir, la levée du siège d'Orléans. C'est là-bas qu'elle fera ses preuves. Entre le 27 mars et le 5 avril 1429, Jeanne est à nouveau reçue par Charles VII à Chinon. Cette deuxième entrevue est publique, officielle. Elle tient lieu de présentation de Jeanne à la cour. Le roi lui donne une armure, une bannière, un page, des héros. La bannière est blanche, ornée de fleurs de lys d'un côté et d'un Christ de l'Apocalypse entouré des archanges Michel et Gabriel de l'autre. Charles VII donne son accord pour envoyer Jeanne à Orléans, assiégée par les Anglais. En avril 1429, Jeanne d'Arc est envoyée par le roi Charles VII à Orléans, non pas à la tête d'une armée, mais avec un convoi de ravitaillement. Jeanne se rend à Blois, où un convoi de ravitaillement se rassemble. Elle y rejoint plusieurs capitaines, Jean de Brosse, maréchal de Boussac, Gilles de Retz, Ambroise de Lorey. C'est de Blois qu'elle envoie ses célèbres lettres aux commandants anglais qui dirigent le siège. Guillaume de la Poule, comte de Suffort,
Jehan, sire de Talbot, et Thomas, sire de Scales, lieutenant du duc de Bedford, soi-disant régent du royaume de France pour le roi d'Angleterre, fecte réponse ce vous voulez faire paix à la cité d'Orléans. Elle se désigne elle-même comme la pucelle et leur ordonne « Au nom de Dieu, retirez-vous, ou je vous ferai partir ». Les Anglais répondent par des injures grossières. Ils appellent Jeanne « putain des Armagnacs ». En partance de Blois le 27 avril pour Orléans, Jeanne expulse ou marie les prostituées de l'armée de secours et fait précéder ses troupes d'ecclésiastiques. Cette exigence morale surprend les soldats. Ces hommes rudes, habitués aux jurons et aux ribaudes, acceptent de se plier aux règles de Jeanne. Son énergie, sa conviction les impressionnent. Étienne de Vignoles, seigneur de la Hire, Pothon de Xaintrailles, le duc d'Alençon, tous ces capitaines aguerris finissent par la rallier. Le trajet depuis Blois jusqu'à Orléans s'effectue par la rive sud de la Loire, celle de la Sologne. Le 29 avril, la pucelle arrive devant la ville. Le convoi dépasse Orléans et vient s'arrêter devant Chécy, entre les assiégeants et Jargeau. Les Orléanais, munis de barques, se portent à sa rencontre. Le soir même, vers 8 heures, Jeanne entre dans la ville. Elle était montée sur un cheval blanc, ayant à sa gauche le bâtard d'Orléans, Jean de Dunois, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, et derrière elle les principaux capitaines. La population se pressait à flot sur son passage. Tous gens de guerre, hommes, femmes, enfants, témoignaient leur joie, comme se ils vessent Dieu descendre entre eux. Ils se sentoient ja reconfortés, et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avoit dit estre en ceste simple pucelle. L'enthousiasme des Orléanais est indescriptible. Nul ne peut se rassasier de la voir. Chacun veut toucher son cheval, s'approcher d'elle. Jeanne sourit à tous avec une bienveillance angélique. Quelques-uns, dans leur empressement, armés de torches, mettent accidentellement le feu à son étendard. Jeanne, sans perdre son calme, manœuvre son cheval avec l'aisance d'un écuyer expérimenté et éteint elle-même le petit incendie. Jeanne est logée chez Jacques Pouchet, le trésorier du duc d'Orléans. Mais les capitaines de guerre restent au réservé. Ils voient en elle une simple mascotte, un symbole destiné à remonter le moral des troupes. Ils ne l'incluent pas dans leurs décisions militaires. Jeanne s'en irrite. Elle n'est pas venue pour parader. Elle est venue pour se battre. Le 1er mai, Dunois part d'Orléans pour rassembler des renforts et ramener la principale armée française. Jeanne profite de ce moment pour évaluer la situation. Elle inspecte l'ensemble des fortifications ennemies. C'est lors de cette inspection que William Glasdale, le commandant anglais des Tourelles, l'injurie du haut de son fort. Il la traite de putain des Armagnacs. Jeanne ne répond pas. Elle observe. Elle étudie les défenses. La situation tactique est claire. Les bastilles anglaises encerclent la ville par l'ouest et le nord. Mais l'est est moins bien défendu. Saint-Loup, la fortification située à 2 km à l'est des portes d'Orléans, est isolée. Si les Français parviennent à la prendre, une route de ravitaillement par le nord-est sera dégagée. Au sud, sur la rive gauche de la Loire, les Anglais tiennent 3 positions. Le fort des Tourelles, qui commande l'entrée du pont, et 2 points d'appui qui en protègent l'accès, le boulevard et le fort des Augustins. Le 4 mai 1429, Dunois lance l'assaut sur Saint-Loup. Il y avait peut-être 120 ou 140 hommes à l'intérieur de Saint-Loup, et ils résistèrent tant qu'ils purent, d'abord avec quelques succès. Jeanne, qui avait été laissée à l'écart de la décision d'attaquer, est réveillée en pleine sieste par son page. Elle se précipite sur le terrain avec son étendard. Son arrivée galvanise les troupes françaises. Les combattants français, revigorés, submergeant les défenseurs. Saint-Loup tombe. Pour contrer cette sortie, Talbot envoie des troupes depuis ses fortifications au nord pour prendre Jeanne à revers et soutenir Saint-Loup. Dunois, voyant la manœuvre, sort à son tour et attaque la bastille de Saint-Pouer, qui marque l'extrémité nord du réseau de fortifications anglaises. Talbot doit rapatrier ses hommes pour ne pas être pris de flanc et perdre Saint-Pouer. Dunois se replie prudemment, tandis que Saint-Loup, privé de soutien, tombe aux mains de Jeanne. L'accès fluvial par l'est n'est plus verrouillé. Le 5 mai est le jour de l'Ascension. Jeanne refuse de combattre un jour saint. Il n'y a pas de bataille. Mais dès le 6 mai, l'offensive reprend. Cette fois, l'objectif est ambitieux, prendre les positions anglaises sur la rive sud.
plus de 4000 combattants français traversent la Loire. Ils s'emparent de la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc. La garnison anglaise, déjà affaiblie et voyant l'importance des troupes françaises, abandonne la Bastille et se replie stratégiquement vers les tourelles. Les Français s'attaquent ensuite au fort des Augustins. Les combats sont violents. L'armée française doit d'abord se replier en bon ordre dans la Bastille Saint-Jean-le-Blanc. Les Anglais en profitent pour lancer une offensive. Mais La Hire et Jeanne, accompagnés de leurs troupes, lancent à la main, réussissent à barrer la route aux Anglais et à les repousser. Ils poursuivent les Anglais jusqu'à la Bastille des Augustins. Un événement étrange se produit alors. Les soldats français, qui semblaient prêts à abandonner, reprennent courage. Ils submergent les défenses. Le fort des Augustins tombe aux mains des Français. Pour éviter le réemploi des matériaux, Jeanne fait mettre le feu à la Bastille. Jeanne avait été blessée au pied lors de l'attaque des Augustins et retourna à Orléans le soir même pour récupérer. Par conséquent, elle ne put participer au conseil de guerre qui eut lieu dans la soirée. Les capitains débattent de la suite. Certains proposent de temporiser, d'attendre, mais Jeanne refuse. Le lendemain matin, le 7 mai, on lui demanda de ne pas prendre part à l'assaut final sur l'ensemble boulevard Tourelle. Elle refusa et se leva pour rejoindre le camp français sur la rive sud, à la grande joie des habitants d'Orléans. En la voyant, d'autres habitants se portent volontaires. Ils se mettent à réparer le pont avec des poutres pour permettre une attaque par les deux côtés à la fois. Le matin du 7 mai, après la messe habituelle, Jeanne et les autres commandants, La Hire, le duc d'Alençon, Dunois, Pothon de Xaintrailles, se rassemblent à l'est des Tourelles. En avançant, ils ont commencé à attaquer la Barbacane vers 8 heures. Les combats ont fait rage tout au long de la journée, les Français étant incapables de pénétrer les défenses anglaises. La garnison anglaise dans les tourelles et les fortifications voisines comptait environ 600 à 800 hommes. Ils sont aguerris, solidement établis dans un puissant bastion. William Glasdale commande la défense. Ses hommes résistent farouchement. Les Français tentent des sapes pour miner les fondements de l'ensemble. Des pièces d'artillerie sont positionnées sur l'île de Saint-Antoine et entrent en action. Le bombardement est intense, mais semble inefficace. Au cours de l'action, Johan a été blessé à l'épaule et forcé de quitter la bataille. Avec l'augmentation des pertes, Dunois a débattu de l'annulation de l'attaque. Une flèche traverse l'armure de Jeanne et se fiche dans son épaule. La douleur est atroce. Elle s'évanouit, pleure. On la retire à l'écart. Les soldats français sont épuisés. Le soir tombe. Le bâtard d'Orléans s'apprête à donner le signal de la retraite. La journée semble perdue. Mais Jeanne, qui s'était retirée pour se reposer et prier, voit les soldats sur le point de battre en retraite. Après avoir prié en privé, Johan a rejoint le combat. L'apparition de sa bannière en marche stimule les troupes françaises qui finissent par faire irruption dans la Barbacane. Les témoins crient « La queue de l'étendard y touche » et croisent de bonne foi qu'il s'agit du signal pour un nouvel assaut. Cette fois, l'élan est irrésistible. Les Français se ruent contre les défenses. Ils grimpent aux échelles, se hissent sur les murailles. Les Anglais tirent leurs flèches, lancent des pierres, de l'huile bouillante. Mais rien ne peut arrêter cette vague humaine. Les Français pénètrent dans la Barbacane. Le combat devient corps à corps, sauvage, sans merci. Les épées s'entrechoquent. Le sang coule sur les pierres. Les Orléanais, de leur côté, ont réparé le pont assez solidement pour permettre l'assaut depuis la ville. Ils sortent en masse. Une double attaque se déclenche simultanément. Les Anglais, pris en tenaille, commencent à reculer. Certains tentent de fuir vers les tourelles par le pont-levis qui relie la Barbacane à la forteresse principale. Mais le pont-levis, surchargé, s'effondre brutalement. Des dizaines d'Anglais tombent dans la Loire. Alourdis par leurs armures, ils coulent comme des pierres. William Glasdale lui-même périt noyé dans le fleuve. L'homme qui avait insulté Jeanne meurt sans avoir le temps de se repentir. La garnison des tourelles, démoralisée, se rend. Certains tentent encore de résister, mais les Français sont déchaînés. À la tombée de la nuit, tout est terminé. Les tourelles, ce verrou stratégique qui bloquait l'accès sud d'Orléans depuis des mois, est aux mains des Français. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Les cloches sonnent à toute volée. Les Orléanais sortent dans les rues, crient leur joie. Ils remercient Dieu, ils remercient Jeanne. Cette victoire change tout. Le moral qui était au plus bas remonte en flèche. Les Anglais,
Ces invincibles guerriers qui avaient écrasé la chevalerie française à Azincourt viennent de subir une défaite humiliante. Le lendemain matin, le 8 mai 1429, les Anglais sortent de leur Bastille. Ils forment leur ligne de bataille dans les champs au nord d'Orléans. C'est une provocation. Ils veulent en découdre en terrain ouvert, là où leur tactique de l'arc long excelle. Les Français sortent à leur tour. Les deux armées se font face. La tension est palpable. Un seul geste suffirait à déclencher la bataille. Mais Jeanne intervient. Elle ordonne à ses troupes de ne pas attaquer. « Laissez-les partir », dit-elle. Les capitaines français sont stupéfaits. C'est le moment idéal pour écraser définitivement l'armée anglaise. Mais Jeanne refuse. C'est un dimanche, un jour saint. Elle ne veut pas verser le sang inutilement. Les Français se contentent d'observer les Anglais qui se retirent lentement, en bon ordre, vers leur position de repli à Meung et Jargeau. Talbot et Suffolk ont compris. Ils n'ont plus assez d'hommes pour maintenir le siège. La perte des tourelles et du fort des Augustins a brisé leur dispositif. Continuer serait du suicide. Les Anglais lèvent le camp. Ils démontent leurs bastilles, chargent leur artillerie, leurs provisions. Certains mettent le feu aux installations qu'ils ne peuvent emporter. Les colonnes de fumée s'élèvent dans le ciel de mai. Le siège d'Orléans, qui durait depuis le 12 octobre 1428, soit 7 mois, prend fin. Les Orléanais peuvent à peine y croire. Ils sortent en masse hors des murs, inspectent les bastilles abandonnées. Certains pleurent de soulagement. D'autres célèbrent. Des processions religieuses parcourent la ville. On chante le Te Deum dans toutes les églises. Charles VII reçoit la nouvelle à Chinon. Sa réaction est mesurée, presque incrédule. Mais les messagers affluent, tous confirmant la victoire. Orléans est libéré. Les Anglais ont fui. Cette jeune fille venue de Lorraine a tenu sa promesse. Le roi commence à réaliser l'ampleur de ce qui vient de se passer. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un renversement psychologique total. Jeanne ne s'arrête pas là. Sa mission n'est pas terminée. Elle doit mener Charles VII à Reims pour le sacre. Mais la route vers Reims traverse des territoires hostiles. Il faut d'abord sécuriser la vallée de la Loire. Les Anglais tiennent encore plusieurs places fortes, Jargeau, Meung, Beaugency. Jeanne insiste auprès du roi pour lancer une offensive immédiate. Charles VII hésite. Ses conseillers recommandent la prudence. Certains proposent de négocier avec le duc de Bourgogne. Mais Jeanne balaye ses objections. Le temps presse. Il faut profiter de l'élan de la victoire. Finalement, le roi cède. Il autorise une nouvelle campagne militaire sous le commandement du duc d'Alençon, avec Jeanne à ses côtés. Le 9 juin 1429, l'armée française attaque Jargeau. Le comte de Suffolk commande la garnison anglaise. La ville est bien défendue. Les murs sont solides. Mais les Français sont déterminés. L'assaut commence au matin. Jeanne grimpe à une échelle, son étendard à la main. Une pierre lancée depuis les remparts la frappe à la tête. Elle tombe, assommée. Ses compagnons la relèvent. Elle se redresse, secoue la tête. « Sus! Sus !» crie-t-elle. L'assaut reprend avec une violence redoublée. Les Français submergent les défenses. Suffolk tente de négocier une reddition honorable, mais il est capturé. Jargeau tombe. Le 15 juin, l'armée française arrive devant Meung-sur-Loire. La ville se rend rapidement. Les Français ne s'attardent pas. Ils poursuivent leur route vers Beaugency. Le 16 juin, le siège commence. Les Anglais, commandés par Talbot, comprennent qu'ils ne peuvent tenir. Ils négocient une capitulation. Le 17 juin, la garnison évacue Beaugency en échange de la vie sauve. Les Français laissent partir les soldats anglais qui se dirigent vers le nord. Mais Talbot ne renonce pas. Il reçoit des renforts commandés par Sir John Fastolfe. Ensemble, ils décident de reprendre l'offensive. Leur armée compte environ 5000 hommes. Les Français, prévenus de leur approche, se lancent à leur poursuite. Le 18 juin 1429, les deux armées se rencontrent près du village de Patay. La bataille de Patay commence de manière inattendue. Les éclaireurs français repèrent l'arrière-garde anglaise dans une position vulnérable. Les Anglais n'ont pas eu le temps de déployer leurs archers en formation défensive, c'est leur principale faiblesse. À Azincourt, les archers anglais avaient décimé la chevalerie française parce qu'ils étaient bien positionnés, protégés par des pieux. Mais à Patay, ils sont surpris en train de se déplacer. La Hire, qui commande l'avant-garde française, ne laisse pas passer cette chance.
Il ordonne la charge. La cavalerie française déferle sur les Anglais. Les archers tentent de résister, mais ils n'ont pas le temps de bander leurs arcs. Les chevaliers français les écrasent. C'est un massacre. En moins d'une heure, l'armée anglaise est anéantie. Talbot est capturé. Fastolf parvient à fuir avec quelques hommes. Les pertes anglaises sont considérables. Plus de 2000 morts. Les Français ne perdent que quelques dizaines d'hommes. C'est une victoire écrasante, la revanche tant attendue d'Azincourt. Pendant 14 ans, les Français avaient subi défaite sur défaite. Maintenant, en l'espace de quelques semaines, tout s'inverse. Jeanne n'a pas participé directement au combat de Patay. Elle est arrivée après la bataille avec le gros de l'armée. Mais sa présence a galvanisé les troupes durant toute cette campagne. Les soldats français croient en elle. Ils sont convaincus qu'elle est protégée par Dieu. Cette conviction leur donne une audace, une témérité qu'ils n'avaient plus depuis longtemps. Après Patay, la route vers Reims s'ouvre. Les Anglais sont en déroute. Les Bourguignons hésitent. Charles VII n'a plus d'excuses pour différer son sacre. Jeanne le presse de partir. Le 29 juin 1429, le roi quitte Gien avec son armée. C'est une troupe importante, environ 12 000 hommes. Le trajet traverse la Champagne, une région où l'autorité du roi est contestée. Beaucoup de villes sont restées neutres ou ont basculé du côté bourguignon. Mais l'arrivée de Jeanne change la donne. Les villes s'ouvrent sans combattre. Auxerre négocie sa neutralité et fournit des vivres. Troyes résiste d'abord. Les conseillers de Charles VII proposent de négocier. Mais Jeanne veut attaquer. Elle fait préparer des fascines, des échelles. L'assaut est imminent. Les habitants de Troyes, terrifiés, préfèrent capituler. La ville ouvre ses portes le 10 juillet. Châlons accueille le roi triomphalement. Reims suit. La ville envoie des députés qui jurent fidélité à Charles VII. Le 16 juillet, le roi entre dans Reims. La cathédrale se dresse dans toute sa majesté gothique. C'est là, depuis Clovis, que les rois de France sont sacrés. C'est là que la légitimité royale se confirme aux yeux de Dieu et des hommes. Le sacre a lieu le lendemain, le 17 juillet 1429. La cérémonie est grandiose. L'archevêque Regnault de Chartres préside. Charles VII prête serment. Il reçoit l'onction de l'huile sainte, conservée dans la sainte ampoule. On lui remet les insignes royaux, l'épée, le sceptre, la couronne. Jeanne se tient près du roi, son étendard à la main. Elle pleure de joie. Sa mission est accomplie. « Gentil roi, maintenant est exécuté le plaisir de Dieu », dit-elle au roi. Le royaume de France a de nouveau un souverain légitime. Charles n'est plus le roi de Bourges. Il est Charles VII, roi de France par la grâce de Dieu. Les conséquences politiques sont immenses. Les Anglais prétendaient que leur jeune roi Henri VI était le véritable roi de France. Mais Henri n'a jamais été sacré à Reims. Charles VII, lui, vient de recevoir la légitimité religieuse que seul ce sacre peut conférer. Après le sacre, tout se complique. Charles VII voudrait négocier. Il signe une trêve de 15 jours avec le duc de Bourgogne. Jeanne s'impatiente. Elle veut reprendre Paris. Mais le roi tergiverse. Les conseillers royaux, notamment Georges de la Trémoille, se méfient de l'influence de Jeanne. Ils craignent qu'elle ne devienne trop puissante. Ils cherchent à limiter son rôle. Le 8 septembre 1429, Jeanne attaque Paris. L'assaut est mal préparé. Les défenses parisiennes sont solides. Les habitants, en majorité favorables aux Anglais et aux Bourguignons, résistent farouchement. Jeanne est blessée à la cuisse par une flèche d'arbalète. L'attaque échoue. Charles VII ordonne la retraite. Il dissout une partie de l'armée. La campagne est terminée. Jeanne passe l'hiver à la cour, frustrée. Elle voit son influence diminuer. Au printemps 1430, elle reprend les armes de sa propre initiative. Elle se bat en Île-de-France, défend Compiègne contre les Bourguignons. Le 23 mai 1430, lors d'une sortie, elle est capturée. Les Bourguignons la tiennent prisonnière. Charles VII ne fait rien pour la libérer. Il ne paie pas de rançon. Il abandonne celle qui lui a donné son royaume. Les Bourguignons vendent Jeanne aux Anglais pour 10 000 livres. Un procès s'ouvre à Rouen en janvier 1431. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, le préside. C'est un procès politique déguisé en procès religieux.
L'objectif est de discréditer Charles VII en prouvant que Jeanne est une hérétique, une sorcière. Si elle est condamnée, alors le sacre de Reims perd sa légitimité. Le procès dure plusieurs mois. Jeanne est interrogée sans relâche. Elle répond avec intelligence, déjoue les pièges. Mais elle est seule, sans avocat, face à des théologiens retors. Le 30 mai 1431, Jeanne est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle a 19 ans. Avant de mourir, elle demande une croix. Un soldat anglais lui en fabrique une avec 2 morceaux de bois. Jeanne la serre contre elle tandis que les flammes s'élèvent. La mort de Jeanne ne change rien à ce qu'elle a accompli. Orléans reste libéré. Charles VII reste roi légitime. La guerre continue encore 22 ans. Mais la dynamique a changé. Les Anglais reculent progressivement. En 1435, le duc de Bourgogne Philippe le Bon signe le traité d'Arras. Il abandonne l'alliance anglaise. Les Bourguignons se rallient au roi de France. En 1436, Paris revient sous l'autorité de Charles VII. En 1450, la Normandie est reconquise. En 1453, Bordeaux tombe. La guerre de 100 ans s'achève. Les Anglais ne conservent que Calais. Le royaume de France est réunifié. Charles VII, qui devait tout à Jeanne, ne fait rien pour sa mémoire pendant des années. Ce n'est qu'en 1456, 25 ans après sa mort, qu'un procès en réhabilitation est ouvert. Le procès de réhabilitation casse le jugement de 1431. Jeanne est innocentée. Son nom est lavé de toute accusation d'hérésie. Mais cela ne la ramène pas à la vie. Sa légende, elle, commence vraiment à se construire. Les chroniqueurs la décrivent comme une héroïne, une sainte. Le peuple la vénère. Les théologiens débattent de la nature de ses voix. Au fil des siècles, Jeanne devient un symbole. Elle est récupérée par tous les courants politiques. Les royalistes voient en elle la fidèle servante du roi légitime. Les républicains admirent cette fille du peuple qui a défié les puissants. Les catholiques la canonisent en 1920, les nationalistes français en font l'incarnation de la patrie. Chacun projette sur elle ses propres valeurs. Mais au-delà des récupérations, il reste les faits. Une jeune fille illettrée de 17 ans est parvenue à renverser le cours d'une guerre qui durait depuis un siècle. Elle a brisé un siège que tous croyaient impossible à lever. Elle a redonné espoir à un royaume moribond. Elle a permis le sacre d'un roi que personne ne respectait plus. En moins d'1 an, entre février et juillet 1429, Jeanne d'Arc a changé l'histoire de France. Comment expliquer ce qui s'est passé à Orléans? Les historiens ont proposé de nombreuses théories. Certains parlent de miracles divins. Jeanne elle-même n'en doutait pas. Ses voix lui avaient promis la victoire et elle avait accompli leur volonté. Pour les croyants de l'époque, il n'y avait pas d'autre explication possible. D'autres avancent des raisons plus terre-à-terre. Jeanne avait un don pour la guerre. Ses décisions tactiques étaient souvent judicieuses. À Orléans, elle avait compris qu'il fallait d'abord prendre Saint-Loup pour dégager les voies de ravitaillement. Ensuite, elle avait visé les tourelles, le point faible du dispositif anglais. Ces choix étaient logiques d'un point de vue militaire. Certains historiens pensent que Jeanne recevait des conseils de capitaines expérimentés comme Dunois ou La Hire et qu'elle savait les écouter. Il y a aussi l'effet psychologique. Jeanne incarnait une espérance. Après tant de défaites, les Français avaient besoin de croire en quelque chose. Cette jeune fille venue de nulle part, qui prétendait parler au nom de Dieu, offrait exactement ce dont ils avaient besoin. Sa foi inébranlable, son courage au combat, son refus des compromis galvanisaient les troupes. Les soldats qui auraient normalement fui tenaient bon, parce qu'elle était là. L'effet inverse jouait chez les Anglais. Eux aussi étaient superstitieux. Cette fille en armure blanche, qui semblait immunisée contre les blessures, qui prédisait les victoires, les troublait profondément. Certains la prenaient pour une sorcière, d'autres pour une envoyée du diable. Cette peur sapait leur morale. À Patay, une partie de la déroute anglaise s'explique par cette peur irrationnelle. Il faut aussi considérer le contexte militaire. En 1429, les Anglais étaient étirés. Ils contrôlaient un territoire immense avec des effectifs limités. Leur armée de siège à Orléans comptait moins de 4000 hommes pour encercler une ville de 20 000 habitants. C'était insuffisant. Les Français, même désorganisés, disposaient d'une réserve d'hommes supérieurs. Il leur manquait seulement la volonté de se battre.
Jeanne leur a fourni cette volonté. La stratégie anglaise reposait sur la terreur inspirée par leurs victoires passées. Azincourt, Crécy, Poitiers, ces noms hantaient les Français. Mais une fois que cette aura d'invincibilité fut brisée à Orléans, tout le système s'effondra. Les Anglais n'étaient que pas des surhommes. Ils pouvaient être vaincus. Cette prise de conscience changea tout. Enfin, il y a la dimension politique. Charles VII avait besoin d'un signe divin pour légitimer son pouvoir. Sa naissance était sujette à caution. Son père, Charles VI le Fou, avait désavoué sa propre épouse. Le traité de Troyes de 1420 avait déshérité le dauphin au profit du roi d'Angleterre. Dans ce contexte, Jeanne tombait à pic. Elle offrait une justification religieuse à la cause de Charles. Si Dieu lui-même envoyait une messagère, alors Charles était bien le roi légitime. La levée du siège d'Orléans marque un tournant. Avant mai 1429, la France semblait perdue. Les Anglais dominaient militairement. Ils contrôlaient les régions les plus riches. Leur alliance avec les Bourguignons paralysait toute résistance. Charles VII régnait sur un royaume fantôme, sans argent, sans armée digne de ce nom. Après Orléans, tout change. L'élan psychologique passe du côté français. Les villes qui avaient capitulé sans combattre trouvent le courage de résister. Les nobles qui hésitaient entre l'Angleterre et la France se rallient au roi légitime. Le sacre de Reims règle la question de la légitimité dynastique. Charles VII n'est plus un prétendant contesté. Il est le roi oint, choisi par Dieu. Cette légitimité retrouvée permet à Charles de réorganiser son royaume. Il réforme l'armée. Il crée les compagnies d'ordonnance, une armée permanente professionnelle. Il améliore l'artillerie. Les frères Bureau, Jean et Gaspard, développent une artillerie mobile qui révolutionne les sièges. Ces canons joueront un rôle décisif dans la reconquête de la Normandie. Charles réforme aussi les finances. Il instaure des impôts réguliers. La taille devient permanente. Cela lui donne les moyens de financer ses campagnes militaires sans dépendre exclusivement de ses vassaux. Le royaume se centralise. Le pouvoir royal se renforce. Sur le plan diplomatique, la réconciliation avec les Bourguignons en 1435 isole les Anglais. Philippe le Bon réalise que l'Angleterre ne pourra jamais conquérir toute la France. Il préfère se rapprocher du roi français. Ce retournement d'alliance condamne la présence anglaise en France. Les Anglais, de leur côté, peinent à se remettre de leur défaite. Ils ont perdu leur meilleur général, Talbot, capturé à Patay. Leur prestige militaire est entamé. Surtout, ils doivent expliquer comment une simple bergère a pu défaire leurs armées. La solution qu'ils choisissent, la sorcellerie, se retourne contre eux. Le procès et l'exécution de Jeanne deviennent une tache indélébile sur leur réputation. Chaque année, le 8 mai, Orléans célèbre la libération de la ville. Des fêtes joanniques commémorent l'événement. Des défilés en costume d'époque parcourent les rues. Une jeune fille incarne Jeanne d'Arc. Les habitants rejouent symboliquement l'entrée triomphale de la pucelle dans leur ville. La cathédrale Sainte-Croix conserve des vitraux racontant l'épopée de Jeanne. La maison de Jacques Boucher, où elle fut logée, existe toujours. Le pont royal a remplacé l'ancien pont médiéval, mais les tourelles ont disparu. Des plaques commémoratives marquent les lieux des bastilles anglaises. Jeanne d'Arc est devenue la sainte patronne de la France. Sa statue orne des milliers d'églises. Des rues, des places, des écoles portent son nom. Son image a été utilisée par tous les régimes, de la monarchie à la République. Elle figure sur des timbres, des pièces de monnaie, des affiches de propagande. Mais au-delà du symbole, il reste cette question troublante. Comment une adolescente analphabète a-t-elle pu accomplir ce que les meilleurs généraux échouaient à faire? Était-ce vraiment la main de Dieu? Était-ce du génie militaire? Était-ce simplement le bon moment, la bonne personne au bon endroit? Les historiens débattent encore. Les documents d'époque sont nombreux. Le procès de condamnation et le procès de réhabilitation ont laissé des milliers de pages de témoignages. Nous connaissons les détails de la vie de Jeanne mieux que ceux de la plupart des personnages du Moyen Âge. Pourtant, elle reste une énigme. Ce qui est certain, c'est qu'en 1429, alors que la France touchait le fond, une jeune fille de 17 ans a changé le cours de l'histoire. Elle n'a régné que 13 mois, du début de février 1429 à la fin de mai 1430.
Mais pendant ces 13 mois, elle a accompli davantage que la plupart des rois en toute une vie. Elle a brisé le siège d'Orléans. Elle a ouvert la route vers Reims. Elle a permis le sacre. Elle a redonné espoir à un peuple découragé. Elle a prouvé que les Anglais n'étaient pas invincibles, et même si elle a fini sur un bûcher, trahie par ceux qu'elle avait servis, son œuvre lui a survécu. 22 ans après sa mort, la guerre de 100 ans prenait fin. Les Anglais quittèrent la France. Le royaume se relevait de ses ruines. Un nouveau chapitre de l'histoire française commençait. Tout cela parce qu'une bergère de Lorraine avait entendu des voix lui ordonnant de sauver son pays, et parce qu'elle avait eu le courage insensé d'obéir.